Bienvenue pour ce samedi en plus, le journal de l'actu positive. Et parmi les initiatives retenues cette semaine, il y a celle du Smart City Wallonia. Les représentants des administrations publiques ont pu découvrir des applications, des logiciels ou tout simplement des solutions d'avenir comme celles présentées dans ce reportage. C'est annoncé comme un test en première mondiale. L'Institut Vias présente 2 véhicules autonomes conçus par des fabricants différents, mais circulant simultanément sur un même circuit. Ce sont des navettes de marques différentes qui circulent sur un même parcours et le tout est réglé par un logiciel qui en quelque sorte joue le rôle de tour de garde. Donc c'est très important de faire ces tests parce que à terme il est prévu que ce genre de navette se déploie dans le centre de certaines villes. On parle déjà de Louvain-la-Neuve par exemple, à des rythmes cadencés. Mais donc c'est ça l'avenir de la micromobilité en Wallonie. C'est la société suisse BestMile qui a mis au point le logiciel qui permet aux 2 véhicules circulant à une vitesse maximale de 18 km/h de circuler ensemble en toute sécurité. Les véhicules sont connectés en temps réel à une plateforme logicielle dans le cloud. Et donc ce logiciel ensuite récupère les informations de télémétrie des navettes, donc la position, la vitesse, le statut des portes. Et suivant l'environnement et suivant le type de service qu'on cherche, ou à la demande ou en ligne fixe, on détermine ce qu'on appelle une mission, donc le point A à le point B, et comment aller du point A au point B. Et ensuite ça c'est envoyé comme une tour de contrôle, communique avec un commandant de bord pour exécution par le véhicule. Si cette solution de mobilité d'avenir n'est pas encore financièrement accessible à toutes les communes, d'autres produits le sont. C'est le cas de l'application Fix My Street qui permet à tout citoyen de signaler les incivilités auprès des autorités compétentes. Pour les citoyens, c'est d'avoir une plateforme centralisée de tous ces signalements, ces incivilités et de pouvoir en interne dispatcher l'incident au bon opérateur sur le terrain et de donner aussi un feedback, une notification en retour auprès du citoyen qui a répertorié ce signalement dans l'application. De nombreux logiciels et applications sont développés pour apporter des solutions à des problèmes de plus en plus complexes. L'intelligence artificielle, c'est d'abord un moyen de résoudre des problèmes qu'on ne pouvait pas résoudre autrement. L'informatique standard, eh bien, elle fait ce qu'elle a toujours fait, elle aide dans les processus, elle améliore les choses en interne, mais l'intelligence artificielle va permettre, à travers les données qu'on va collecter, l'analyse des données, la découverte de corrélations dans ces données, va permettre d'apporter des réponses à des questions qu'on ne savait pas qu'on pouvait se poser. On peut développer des modèles prédictifs, l'Allemagne fait ça. Donc ils arrivent à prévoir avec une semaine d'avance les demandes qui vont se faire en matière de soutien médical dans le cas d'épidémies de grippe dans certaines parties de villes ou dans certaines régions avec une précision qui est suffisante pour être opératoire en fait. Au-delà des logiciels et applications, le mobilier urbain devient aussi intelligent comme ce lampadaire. En fonction de la détection qui se fait au moyen d'un module de contrôle, on va allumer ou éteindre ou réduire l'intensité de l'éclairage en fonction de cette présence. Il y a aussi un petit détecteur de son. Voilà, donc sur notre réseau d'éclairage qui est devenu intelligent et communicant, on va pouvoir aussi adosser d'autres types de capteurs pour monitorer la ville, l'espace public. Ça peut être des capteurs de son, des capteurs de qualité d'air, des capteurs de parking. De plus en plus de communes s'inscrivent dans la démarche des Smart Cities. Les solutions numériques existent, elles se développent et ont pour but de faciliter la tâche des pouvoirs publics, à eux d'entrer dans le train de la modernité. Dans de nombreuses communes, on a célébré ou bien on va célébrer la libération des villes et villages à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'était il y a tout juste 75 ans. À Iguezé, la fête s'est accompagnée également d'un travail de mémoire. La commune et plusieurs partenaires ont organisé une tournée des villages de l'entité. Des véhicules militaires d'époque ont parcouru l'entité et vous allez le voir, à Mehaigne, les habitants avaient décidé de s'impliquer particulièrement. Camp militaire d'Iguezé, 9h du matin, les troupes se préparent pour la libération des villages de l'entité. La reconstitution est tellement fidèle qu'on s'y croirait vraiment. Nous sommes en fait sur le champ de foire et tout le monde se prépare pour cette belle journée. Certains ont dormi là depuis la veille. Les reconstituants sont en costume d'époque. Dans la colonne, une quarantaine de véhicules, tous plus authentiques les uns que les autres. Et du côté des participants, une seule envie, perpétuer la mémoire.
Il ne faut pas qu'on oublie, hein. Il ne faut pas oublier rien du tout. Parce que j'entends parfois des gens qui disent « Oh non, on ne parlait plus de ça, la guerre c'est fini ». Ben non, c'est pas vrai, il y en a tous les jours, partout. Je pense qu'à l'école, on devrait en parler plus. Parce que, ben voilà, c'est quand même des gens qui se sont battus pour nous. Ah ouais, c'est très important de commémorer ceux qui sont venus nous libérer. Certains avaient prédit que l'enthousiasme pour la collection de véhicules militaires, pour tout ce qui a trait à la Deuxième Guerre mondiale disparaîtrait avec le temps. Il n'en est rien. Donc c'est merveilleux de voir à quel point la population, et partout, c'est la même chose en Europe, les gens apprécient ce rappel des événements de 1944, la libération de la Belgique. Confirmation quelques kilomètres plus loin, la colonne de véhicules prend la direction de Meuhaigne, où elle est attendue avec impatience. Dans nos parents qui ont quand même participé à ça, alors disons que c'est important quand même de se souvenir, quoi. Oui. Alors monsieur, vous teniez à être là ce matin? Bien certainement, bien sûr. Il y a un devoir de mémoire à avoir. Et puis c'est gai de voir tout le village mobilisé pour ce bel événement. Quelques minutes plus tard, le convoi fait son entrée dans Meuhaigne. Les villageois acclament les soldats comme il se doit. Les habitants ne voulaient pas rater l'événement, à commencer par Robert, 94 ans, ancien soldat de l'armée belge. Oui, ça me rappelle de bons souvenirs. Tous ces véhicules, vous les connaissez, vous les reconnaissez? Bah oui. Bah, j'ai eu un Forson pour finir. Mais comptez à droite, hein. Ah ouais. Avec double débrayage, bon, non. C'est émouvant pour vous ce matin. Oui. Ça fait 75 ans. Plusieurs habitants du village se sont mobilisés et déguisés pour fêter cet anniversaire. Vraiment comme à l'époque, on a l'impression qu'on libère le village. C'était l'idée de la manœuvre en fait. C'est pas d'avoir d'ici des Américains déjà en tenue et ainsi de suite, c'est d'avoir des villageois comme à l'époque. Je ne sais pas si vous avez besoin de voir, on a le vieux gendarme, on a la dame du coin, on a le bourgmestre, on a le papé du coin avec son vélo, on a tout ça comme si à l'époque ils étaient informés que la colonne arrivait et qu'ils allaient voir sur la place ce qui se passait. On a même eu droit à la bénédiction des véhicules par monsieur le curé. Toute la paroisse s'est mobilisée, évidemment. Dès mon sermon de la semaine dernière, évidemment, j'ai appelé les paroissiens à venir accueillir les libérateurs. C'est une vraie fête. C'est une vraie fête pour tout le village, oui, absolument. Une fête partagée durant le week-end par tous les autres villages de l'entité. 75 ans plus tard, Aiguezé est libéré. À Namur, les abattoirs de Baumel proposent pour l'instant une nouvelle exposition photographique au titre plutôt éloquent « Famille, je vous like ». Il s'agit d'un trombinoscope de portraits de famille à travers le temps, sous l'œil avisé de photographes aux influences très différentes. « Famille, je vous like », c'est vraiment une très chouette démarche. S'il y a bien une pratique qui perdure dans le temps, c'est celle des photos de famille. Souvenirs indélébiles de cet espace très particulier devenu refuge dans nos sociétés modernes. Cette exposition propose en quelque sorte de remonter le temps. La photo de famille, c'est intéressant pour moi, qui suis sociologue de formation et de profession. C'est intéressant parce qu'effectivement, c'est un objet qui a beaucoup évolué dans l'histoire. Lorsqu'on pense à la famille telle qu'elle était il y a encore 2 ou 3 générations, la famille c'était un carcan, c'était un lieu de reproduction des schémas sociaux dont il fallait absolument s'émanciper pour pouvoir se découvrir, se réaliser. Et depuis les années 60, les choses ont considérablement changé, c'est-à-dire que dans notre monde très consumériste et très productiviste et très dur aussi, très individualiste, la famille est devenue plutôt un refuge, un cocon, un lieu où effectivement on se retrouve dans l'entre-soi. Des changements sociologiques qui ont également influencé l'art de tirer le portrait des familles. Il y a la famille qui est un sujet effectivement qui évolue dans l'histoire, mais aussi la pratique de la photo de famille. Donc on voit dans cette exposition à la fois des photos prises par des photographes amateurs, comme je le disais, mais aussi j'ai voulu montrer en contrepoint comment des photographes professionnels, comment des artistes ont aussi ce souci, cette préoccupation de photographier leurs proches. Donc il y a 2 aspects à cette exposition. Il y a un aspect très inclusif aussi, qui était l'idée de ramener les gens du voisinage, du quartier, dans l'exposition. Et effectivement, les gens du quartier ont joué le jeu avec un grand enthousiasme. C'est aussi la particularité de cette exposition. Le centre culturel a voulu sortir de ses murs, au propre comme au figuré, et expose dans les rues avoisinantes les photos de certaines familles du quartier.
Le centre culturel a fait tout un travail au préalable, donc de rencontres, de demandes de personnes qui voulaient bien poser pour une photo de famille. Et moi, je suis venue avec la proposition qu'ils viennent poser devant la fenêtre de leur maison, de chez eux, qu'ils ouvrent la fenêtre et qu'ils viennent saluer le monde chacun avec un mouchoir blanc. Donc c'était un geste très simple, mais qui était d'aller vers l'extérieur et de montrer qui habitait dans un intérieur. Ça fait quoi d'être exposé dans une exposition photo? C'est marrant, mais ce qui est plus marrant dans tout ça, c'est de voir toutes les autres familles. Et alors, il y a un petit aspect assez émouvant. Là maintenant, on fait des rencontres et on se rend compte même qu'il y a des gens qu'on connaît. Et voilà, je trouve ça très, très marrant. Et mais de se voir encore plus, en plus avec la petite famille, voilà, c'est encore plus émouvant. La culture comme vecteur d'émotion et de rencontres, la photographie comme témoin du passé et du présent. L'exposition Famille Je vous like est à voir jusqu'au 13 octobre. Le World Clean Up Day, autrement dit la journée mondiale du nettoyage, avait lieu samedi dernier. Un événement dont le but est de sensibiliser à la problématique des déchets sauvages. Un mouvement qu'a souhaité rejoindre la Jeune Chambre internationale d'Arlon en organisant un grand ramassage de déchets. Armés de leurs pinces, gants, sacs poubelles et gilets jaunes, ils étaient une petite vingtaine ce samedi à avoir répondu à l'appel de la Jeune Chambre d'Arlon pour nettoyer le bas-côté des routes de la commune. Rue de la Platinerie à Bonnert, le Birel ou encore le campus de l'ULG, plusieurs zones de nettoyage avaient été identifiées, des zones qui n'ont pas été choisies par hasard. On a pris des zones en accord avec la commune, des zones qui ne sont pas nettoyées de manière régulière, parce que le service environnement de la ville d'Arlon fait déjà beaucoup au niveau du nettoyage. Et on a choisi ces zones en concertation avec la ville afin d'avoir vraiment un impact. Et comme on peut le voir, après quelques mètres, on a déjà ramassé une quantité impressionnante de déchets. Pas besoin en effet de chercher très loin pour localiser les détritus. Les bénévoles ont de quoi faire. Dans leur sac, on trouve quelques incontournables qui finissent par ne plus étonner. Nous avons déjà plein de sacs, presque pleins. Beaucoup de verres, beaucoup de canettes, beaucoup de mégots. Vous attendiez à avoir autant de déchets sur une si petite parcelle? Tout de même. En passant en voiture, nous en voyons beaucoup. Motivé alors à ramasser tout ça? Bien sûr, mais pas chaque jour. Il y a beaucoup de déchets, surtout des canettes et des mégots. Et c'est impressionnant quand même, tous les déchets qu'on peut trouver. Et ça va pas trop frustrant de ramasser en se disant que d'autres vont peut-être continuer à jeter les déchets? Si, quand même. Parce que nous, on fait des efforts, mais il y en a qui n'en font pas et c'est un peu frustrant. Des efforts, ces citoyens n'ont pas été les seuls à en faire, puisque la même action était menée ailleurs dans notre province, sur les communes de Saint-Hubert, Libramont ou encore Bastogne, mais aussi à l'international, puisque ce ramassage s'inscrit dans une organisation plus large, celle du World Clean Up Day. C'est une journée de conscientisation citoyenne, un mouvement citoyen mondial qui est fait dans plus de 150 pays. L'année passée, ça a réuni 18 millions de personnes. Et le but est vraiment de conscientiser les gens sur la problématique du jet de déchets sauvages, etc. Et donc l'idée est d'organiser un grand ramassage sur certaines zones pour avoir une planète qui est plus propre et un environnement qui est plus propre. Au total, une vingtaine de sacs ont été ramassés en l'espace d'une matinée, dont 12 rien que dans la rue de la Platinerie. La Jeune Chambre d'Arlon compte bien remettre le couvert l'an prochain en réitérant l'initiative. Le Centre technique horticole de Gembloux organise tout au long de l'année un grand nombre de manifestations destinées notamment au grand public. Dimanche dernier, le CTH a ouvert ses portes pour lui faire découvrir les saveurs de légumes souvent méconnus. L'expertise du centre dans la production de ces légumes oubliés est d'ailleurs recherchée, notamment par des chefs étoilés. Le Jardin des Hommes du Centre technique horticole invite au voyage avec les centaines de plantes comestibles qu'il abrite. Le Jardin des Hommes, c'est vraiment une vitrine pour montrer la diversité des légumes cultivés à travers le monde. Et les légumes sont vraiment répartis selon leur région d'origine, donc en fonction de l'origine principale des plantes. C'est la première fois. Et j'ai déjà vu beaucoup de plantes que je n'ai jamais vues. Et pourquoi avez-vous eu envie de venir ici le découvrir? Nous avons un grand jardin et nous aimons jardiner pour découvrir d'autres plantes, d'autres légumes. Comme moi, je viens d'Afrique, du Cameroun, donc je vais vraiment faire mes emplettes
pour aller justement essayer quelque chose aussi là-bas. C'est vraiment exceptionnel. Le Jardin des Hommes a été complètement redessiné en 2018. Cette année, ce sont les cucurbitacées qui sont à l'honneur sur la parcelle. Et c'est justement l'un des membres de cette grande famille provenant d'Amérique que cuisine aujourd'hui Stéphane Jacobs. Le chef propose aux visiteurs du butternut confit au barbecue et accompagné d'aromates originales comme des tagettes et de la verveine. Stéphane Jacobs a l'habitude de déambuler dans le jardin où il cuisine aujourd'hui. On fait souvent le tour plusieurs fois par an et alors en fonction de ce qui va arriver, on peut programmer notre carte, on peut évoluer et faire des associations un petit peu spéciales. Et pour l'hiver par exemple, on a toujours le projet de faire des thés, des infusions, donc on dessèche les plantes qu'on a en surplus. Donc enfin, voilà, c'est un travail qui est vraiment intéressant ici à Gembloux. La collaboration entre le chef et le CTH s'est encore renforcée avec l'ouverture prochaine de son restaurant hors champ à Hernage. Ils développent ensemble un potager à côté de l'établissement. C'est nous qui allons nous occuper principalement de l'entretien quotidien. Il y a un jardinier qui va être attitré pour ça, surtout à partir de l'année prochaine. Mais l'implantation même et les travaux sont effectués par des classes qui viennent chez nous et qui connaissent le projet. Et donc ça permet vraiment de faire vivre la ferme autour de ce projet-là. L'expertise du CTH dans la culture des plantes comestibles rares intéresse également d'autres professionnels de l'alimentation. On essaye d'organiser quelques collaborations, mais c'est essentiellement sur des produits un peu de marge, donc des légumes moins courants. Et on travaille avec des entreprises qui fournissent des restaurateurs à Bruxelles, par exemple. Le CTH met la lumière sur des légumes presque disparus de notre alimentation, mais qui regagnent aujourd'hui de plus en plus l'intérêt des consommateurs. Valentine Jongen a été récompensée il y a peu à Avignon. La Wallinoise a lancé il y a un peu plus d'un an sa chaîne YouTube Val So Classique. La comédienne et musicologue de formation y casse les clichés sur la musique classique et l'opéra. Et pour l'une de ses vidéos, elle a reçu le prix de la vulgarisation lors d'un festival qui récompense les vidéastes amateurs qui comptent moins de 10 000 abonnés. Val So Classique. Elle ne s'y attendait pas, et pourtant c'est bien Valentine Jongen qui remporte le prix de la vulgarisation au festival Frames pour son projet Val So Classique. J'arrive pas encore tout à fait à réaliser parce que c'était il y a seulement 3-4 jours, mais c'est vraiment quelque chose... J'en rêvais très très fort, et puis en fait maintenant je dois réaliser que ça s'est passé. Et le choix de l'opéra, est-il toujours anodin? Peut-être pas. C'est pour cette vidéo, Interlude, Pretty Woman et Traviata que Valentine Jongen a été récompensée. Ce prix de la vulgarisation correspond au projet que la Wallinoise a développé depuis 1 an et demi avec sa chaîne Val So Classique. Vulgariser, c'est rendre accessible, et c'est ce que j'essaye de faire en fait depuis le début dans mes vidéos, c'est rendre accessible au public un milieu qui les concerne pas, ou par lequel ils se sentent pas concernés en fait. Et j'essaie de leur montrer, ben non, en fait ça vous concerne et vous êtes les bienvenus. Et justement avec ce nouveau format Interlude qu'on a présenté à Frames, c'est de dire aux gens ce que vous avez comme idée de l'opéra, vous l'avez souvent à cause des films. Et du coup moi je me dis, je veux leur montrer, leur décortiquer des scènes d'opéra au cinéma en leur montrant, ben non, en fait ça vous concerne. Et peut-être que si vous vous sentez pas concerné, c'est parce que vous vous êtes fait un film justement. Dans sa première vidéo, Valentine Jongen cassait les clichés sur l'opéra. Elle parle aussi d'instruments de musique, fait découvrir la musique classique et l'opéra partout dans le monde. À Frames, elle a été récompensée par un jury de professionnels, notamment Fred Courant, de C'est pas sorcier. Dans le jury, il y a aussi PV Nova, qui est pour moi le plus gros youtubeur de vulgarisation musicale, parce qu'avec ses expériences musicales et avec son spectacle, les franglaises et tout ça, c'est vraiment le mec qui illustre que la musique, c'est vraiment cool. Et donc, pour moi, c'était hyper important d'avoir dans le jury quelqu'un qui puisse reconnaître que ce que je fais dans la musique est bien. Ce prix, remporté à Avignon, permet à Val So Classique de gagner en visibilité, notamment auprès du grand public, mais aussi auprès d'autres youtubeurs. C'est un festival pour ça qui est génial, parce que c'est un foisonnement de création et c'est hyper sain en fait comme esprit de création. On est tous potes, ou peut-être pas tous potes, mais en tout cas on s'entend tous super bien, il y a une super bonne ambiance, on nous rapproche, on nous fait bosser ensemble, on nous fait réfléchir ensemble. Et je sais que pour moi, mes vidéos, j'ai des retours du coup de youtubeurs que j'adore, et ça pousse à la création en fait, ça pousse à faire mieux, à continuer, à faire des collaborations, donc ça c'est top. La jeune femme ne manque d'ailleurs pas d'idées pour de nouvelles vidéos. J'en ai énormément. Genre ma tête foisonne de plein d'idées. Donc oui, il y a Interlude. J'ai une liste de 60 films dans lesquels il y a des scènes d'opéra. Donc Interlude, il va y en avoir plein. J'ai plein d'autres idées. Après, j'avoue que ça me fait peur parce que j'ai tellement des bons retours sur le dernier épisode que j'ai fait
Donc maintenant, j'ai un peu la pression, en fait. J'ai envie de continuer, mais je me dis, OK, maintenant, les gens, ils sont habitués à un bon niveau et moi, je vais devoir aller encore plus haut. Donc, j'ai hâte de continuer et en même temps, je vais réfléchir 2 fois avant de me lancer dans la prochaine vidéo. Voilà, on met ici un point d'orgue à ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve, quant à nous, la semaine prochaine, même jour, même heure et même chaîne. Au revoir.